Voilà, donc j'espère que vous voyez bien le document central donc là sur la franchise. Donc la franchise, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce que c'est un problème de cavalier ou de cheval? Vous allez voir que je l'ai tranché assez rapidement en vous disant que la responsabilité c'est le cavalier qui l'a et que le cheval, évidemment, il a des comportements différents d'un cheval à l'autre, mais cette question, elle est difficile finalement à trancher. Donc, pour vous donner un petit sommaire de cette présentation, donc je vais commencer par me présenter, par vous dire un petit peu d'où je viens. Ça va être très rapide. Ensuite, on entrera un petit peu plus dans ce que c'est que la franchise, dans où est-ce qu'on la rencontre et comment on l'aborde. Ensuite, on aura deux approches. Une première approche un petit peu éthologique, en fait. On s'intéressera vraiment à la psychologie du cheval. Et ensuite, on aura une approche beaucoup plus équestre, c'est-à-dire une approche où on va se poser la question en termes d'équitation, de problématiques équestres vraiment. Donc les trois notions clés qu'on entend depuis des générations, agir, résister, céder, on va essayer de les décortiquer par le prisme justement de la franchise du cheval, pour générer de la franchise chez le cheval. Ensuite, on verra concrètement quelques petites astuces. Et on continuera sur des comportements quotidiens à adopter pour générer de la franchise chez le cheval. Et puis je conclurai là-dessus. Voilà un petit peu pour vous proposer cette fin de journée. Alors, qui je suis? Donc moi, je m'appelle Nicolas Mabir, je suis cavalier de concours complet et aussi ingénieur formation, évidemment. Ingénieur formation, ça consiste vraiment à s'occuper de proposer des produits de formation, des produits très courts comme des produits très longs. Moi, je suis plus spécialisé dans l'équitation et dans les formations du ministère des Sports, mais je suis aussi amené à m'intéresser à d'autres aspects des métiers du cheval, que ce soit de la maréchalerie, de la sellerie, etc. Et si je suis parmi vous sur ce sujet de la franchise, c'est parce que ça m'a toujours intéressé d'essayer de trouver la connexion et un maximum de relations avec l'animal et qui nous permettent d'aller loin dans ce qu'on leur demande d'un point de vue physique. Hein. Quand vous voyez sur cette photographie un contrebas avec une réception dans l'eau, enfin un saut panoramique plutôt avec une réception dans l'eau, ça demande vraiment que le cheval ait une attention complète et se livre pour nous et pourquoi il le fait. Et ça m'a toujours fasciné de comprendre pourquoi le cheval accepte de se mettre dans une situation qui peut être parfois un petit peu dangereuse, en tout cas anxiogène, et le cheval le fait avec envie, et ça c'est plutôt sympa de réussir à proposer ça. Donc la franchise, où la trouve-t-on? On la trouve d'abord à l'obstacle, évidemment, sur le cross, comme je voulais évoqué tout de suite, mais on la retrouve pas seulement à l'obstacle, on la retrouve aussi en dressage. Et c'est plutôt sur cette notion-là qu'on va essayer d'avancer aujourd'hui, sur cette notion de franchise déjà dans les allures, dans le contact, la qualité du contact. Alors le contact, on pourrait y revenir et faire des dizaines et des dizaines de webconférences sur la notion de contact et de lien entre la main du cavalier et la bouche du cheval. Beaucoup de grands maîtres de l'équitation ont écrit sur cette notion de contact. On se souvient de cette fameuse phrase de Baucher, toujours ça, jamais ça, avec la main de, de Lot à son chevet. Et c'est une notion qui est très difficile à appréhender. Ensuite, la franchise des transitions également, on la retrouve dans les transitions, la capacité du cheval à à, à passer d'une allure à l'autre en y mettant un maximum d'énergie et tout en restant parfaitement au contrôle et calme. Donc la question que je me suis posée ensuite sur la franchise, c'est est-ce que c'est de l'impulsion ou est-ce que c'est de la soumission? Est-ce que la franchise, c'est le fait que le cheval accepte de se porter en avant et ce désir de se porter en avant? Est-ce que c'est vraiment de l'impulsion? Ou est-ce que c'est de la soumission dans le sens où c'est le cheval qui respecte une demande du cavalier? Donc là encore, j'ai pas vraiment tranché cette question-là. Je pense que en effet, il faut partir du principe que l'impulsion, c'est à la fois que la franchise, pardon, c'est à la fois l'impulsion, c'est-à-dire ce désir du cheval de se porter en avant dans le respect et la confiance qui sont
plutôt sur l'aspect soumission. Alors, du coup, la franchise, pour moi, c'est vraiment la sincérité. Alors, c'est une notion peut-être un petit peu philosophique de ce rapport entre le cavalier et le cheval, mais c'est vraiment cette notion de sincérité. Est-ce que le cheval, quand il répond à un stimuli aux aides du cavalier, est-ce qu'il le fait avec sincérité ou est-ce qu'il le fait avec à 80% ou à 60%? Bedan rappelait cette phrase qui émanait certainement de Baucher, c'est la moitié d'une obéissance est une désobéissance. Et je pense que, en effet, le cheval, il doit avoir une certaine sincérité, une certaine abnégation et volonté de faire et d'accomplir ce que son cavalier lui demande. Et ça, c'est important de chercher à avoir de la sincérité dans la relation avec le cheval. Alors, je vous ramène à deux liens là que j'ai ajoutés. Hein. Vous pourrez les récupérer dans le PPT sous format PDF que vous aurez à la fin de la conférence. L'idée, c'est de vous dire que ce soit au niveau du règlement de la Fédération française d'équitation ou de la FEI, cette notion de franchise et de cheval qui participe au projet du cavalier, c'est une notion qui est vraiment apparue ces 10-15 dernières années et que vous retrouvez à la fois dans l'écriture même de l'échelle de progression ou dans le code de conduite qu'on doit adopter avec le cheval. Et dans le bien-être du cheval, c'est au niveau du règlement FEI. Donc c'est vraiment des aspects qui sont de plus en plus à prendre en compte dans le sport moderne, que ce soit dans toutes les disciplines. Je poursuis. Alors, l'aspect justement éthologique dont je vous ai parlé. Donc, à mon sens, il faut travailler sur trois aspects principaux. C'est la fuite, la grégarité et la curiosité. Alors, le cheval est d'abord un animal de proie. Il vit en troupeau et pour se nourrir, il a besoin de se déplacer. Voilà les trois fondamentaux, je vais dire, qui nous permettent de générer de la franchise chez le cheval. Alors d'abord, c'est un animal de proie, pardon, donc il a ce réflexe de fuir. Ça, c'est important. Il fuit, et il fuit quoi? Il fuit en particulier la pression. C'est-à-dire que si vous lui mettez une pression, le cheval va fuir cette pression. Et donc, c'est ce qu'on utilise au quotidien quand on presse la jambe, hop, on l'incite à aller en avant. Donc, c'est cet instinct de fuite qu'on utilise en permanence et qu'on codifie au fur et à mesure de son dressage. Et donc, ça c'est important de rappeler que cet instinct de fuite, c'est un instinct primaire et tout à fait normal à utiliser dans le dressage du cheval. Ensuite, ce deuxième réflexe, c'est que c'est un animal de troupeau, donc il a un réflexe de se regrouper. Alors au départ, j'avais mis rassembler, mais rassembler, je pense que c'est pas le bon terme par rapport à l'équitation. Donc ce réflexe de se regrouper, c'est-à-dire que quand vous voyez un poulain, il entend un bruit, il y a quelque chose autour de lui qui l'inquiète, hop, il va se rapprocher de sa mère. Donc ça, c'est un réflexe primaire de chaque cheval, c'est ce réflexe de se regrouper. Et enfin, le troisième réflexe, qui n'est pas vraiment un réflexe, qui est plutôt un besoin, c'est le besoin d'explorer. Le cheval, s'il reste toujours à la même place, il va pas pouvoir se nourrir et il a besoin de se déplacer. Donc il a ce besoin d'explorer, d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin sa nourriture. Et donc ça, c'est important d'avoir des chevaux dans le troupeau qui ont développé ce besoin d'explorer, qui ont facilement envie d'aller à côté et qui emmènent le reste du troupeau. Donc voilà pour l'aspect un petit peu éthologique. Je poursuis là-dessus. Donc ces trois instincts-là, il faut les cultiver. Alors, la peur, on l'a dit tout à l'heure, alors j'ai écrit la peur, c'est peut-être un petit peu fort, mais cet instinct de fuite, le côté je fuis la pression, génère la mobilité du cheval. Donc quand vous le mettez face à un danger, le cheval a tendance à bouger un petit peu dans tous les sens pour chercher l'échappatoire. Donc ça, c'est important que ce réflexe naturel, il soit contrôlé et utilisé même, je vais le dire, par le cavalier. Ensuite, deuxième instinct très important, la grégarité. Et là, cette grégarité génère l'apaisement. C'est-à-dire que quand le cheval se retrouve entre congénères, il se calme. Et donc vous devez adopter une posture par moment où vous allez pouvoir le rassurer par votre présence. Et là, on revient à la notion de contact.
C'est-à-dire que le contact permanent dont on parle en permanence avec les rênes, c'est de ça dont on parle. On parle de la grégarité. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, vous voyez un cavalier qui arrive de saut d'obstacle, qui arrive devant un obstacle à 1,60 m, un énorme auxerre à 1,60 m, le cavalier, il est exactement à l'équilibre entre ces deux instincts. C'est-à-dire qu'il va générer un instinct de fuite naturel de son cheval qui va le pousser à aller vers l'avant et à aller sauter l'obstacle. Et ensuite, il va garder un maximum de contrôle pour pouvoir placer sa battue d'appel grâce à la permanence du contact. Et on est vraiment entre les deux instincts, l'instinct grégaire et l'instinct de fuite. Le cheval a fui la jambe par apprentissage, hein, on n'est pas dans une fuite éperdue, on est dans une fuite contrôlée, mais on est quand même dans un instinct de fuite. Le cheval va aller vers l'avant pour générer un maximum de propulsion pour aller sauter l'obstacle, et tout en restant dans le contrôle maximum de la proximité avec la main du cavalier, grâce à la main du cavalier, et donc dans la grégarité. Le cheval reste avec son cavalier tout en étant dans cette production d'énergie instinctive de fuite. Donc ça, c'est vraiment important de bien cerner ces deux aspects-là. Et le troisième, donc le troisième instinct, en fait, donc la curiosité, ça génère la concentration. C'est-à-dire que le cheval qui est curieux, c'est le cheval qui va pointer ses oreilles vers le nouvel objet. Quand vous lui proposez un nouvel objet, il y a beaucoup d'images qui circulent, hein, vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez voir énormément de vidéos sur la franchise, sur des gens qui vont vous montrer comment passer un obstacle, comment franchir une bâche par terre, etc. Ça, vous allez trouver plein de vidéos. Donc, c'était pas mon but aujourd'hui de prendre ça. Je pense que les vidéos existent déjà. Mais vous allez voir, très souvent, il y a une phase où on laisse le cheval regarder. On lui laisse la possibilité de sentir, regarder et éveiller son instinct de curiosité, justement. Et cette phase-là, elle est très importante. Plus vous allez solliciter votre cheval dans des situations où vous allez générer de la curiosité chez lui, plus vous allez renforcer son envie d'apprendre et son envie d'aller encore un peu plus loin, et donc d'être dans votre projet à vous, et donc de servir votre projet et d'être dans la franchise. Donc voilà, ces trois instincts-là, ça vous permet d'appréhender la notion de leadership. Alors c'est très en vogue, c'est très à la mode dans toute l'équitation qu'on appelle éthologique aujourd'hui. Et en effet, le principe, c'est de s'affirmer comme un leader. Alors s'affirmer comme un leader, c'est pas prendre une posture permanente de quelqu'un de grégaire, très proche avec son cheval, etc., qui va générer que de l'apaisement et du calme. C'est aussi de temps en temps de générer de la fuite, donc de pousser le cheval, de le mettre en mouvement, et enfin de lui proposer des choses nouvelles. C'est vraiment ces trois rôles-là qu'il faut adopter. Si vous avez qu'un seul des trois comportements, vous ne serez jamais un leader pour votre cheval. Il faut absolument adopter les trois comportements. On ne peut pas se dire ah bah moi j'annule complètement le côté mobilité, je fais en sorte que mon cheval il soit toujours proche de moi, je lui donne des carottes, et ben il vous acceptera jamais comme un leader. Il faut absolument qu'à un moment donné, vous soyez aussi en capacité de le repousser. Par contre, si en permanence vous êtes dans une action où vous chassez votre cheval, vous le repoussez, ben il va plus se rapprocher de vous, il va plus venir à vous. Il faut toujours simultanément travailler les trois instincts et alterner le travail des trois instincts. Et enfin, donc ce troisième besoin, cette curiosité, elle est très importante. Si vous sclérosez votre cheval dans une situation où vous lui proposez toujours la même chose, on le voit assez régulièrement, on l'a vu assez régulièrement, je dis au passé, parce qu'aujourd'hui les cavaliers sont beaucoup plus au fait de ces choses-là et le pratiquent moins. Mais on a vu à certains moments des cavaliers, notamment en dressage, qui mettaient les chevaux toujours dans une routine, et les chevaux n'acceptaient plus d'être dans la diversité après. N'acceptaient plus la diversité. Donc c'est important de toujours proposer des situations nouvelles à vos chevaux. Il est très important de
de toujours varier le travail pour que le cheval soit justement dans une vraie franchise et ne soit pas simplement dans quelque chose de répétitif. Si vous répétez en permanence, c'est très fréquent en dressage, on veut absolument répéter la reprise. Plus on va la répéter, moins on va avoir de franchise dans les allures. Il est important que le cheval soit dans une disposition où il va se donner euh, pendant sa reprise, et pour qu'il se donne pendant sa reprise, il ne faut pas qu'il soit en train de la faire par répétition, il faut qu'il soit en train de la faire par demande du cavalier, par acceptation de la demande du cavalier. Donc évitez de répéter les reprises souvent quand vous êtes proche des compétitions, parce que vous allez générer une perte de motivation chez le cheval et donc une baisse de franchise dans ses allures. Alors, de manière plus équestre maintenant. De manière plus équestre, donc je reviens sur ces trois actions de base du cavalier, qui doit être capable d'agir, de résister et de céder. Alors, agir c'est quoi? Agir c'est demander. C'est simplement demander. C'est demander quelque chose, donc c'est stimuler le cheval à faire quelque chose. C'est vraiment ça, agir. Donc cette action doit être claire, vraiment, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté sur la demande. Ensuite, elle doit être modulable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une possibilité d'agir de façon crescendo au fur et à mesure de s'il y a une non-réponse du cheval. Donc ça, c'est important que cette action puisse être modulable. Je reprends l'exemple de la jambe, je place mes mollets, ensuite je peux serrer un petit peu plus fort, et puis je peux mettre un petit coup de talon. Voilà, ça c'est les trois modulations, sachant que le coup de talon étant déjà une sollicitation qui est forte et qui donc dénote une absence de réponse au premier stimulus. Donc ça, c'est important d'avoir toujours une modulation de vos demandes. Et enfin, toute action doit être brève. Ça, c'est primordial. Une action, quand on agit, on doit agir brièvement. Que ce soit avec la main ou avec la jambe, toute action doit être terminée dans la même seconde qu'elle a commencé. Ça, c'est important. Et ça, on a tendance à l'oublier, notamment quand on veut passer des transitions descendantes. On agit sur les rênes avec les deux mains et on ne relâche pas. Et du coup, le cheval, il rentre en résistance. Et ça, c'est la deuxième action de main, et on n'est plus dans une action, on est dans une résistance. Et ça, c'est important de bien différencier les deux. Agir, c'est vraiment bref. C'est forcément bref. Alors, résister, en revanche, ça existe aussi. Il faut savoir résister. C'est très important de savoir résister. Résister, c'est empêcher. C'est empêcher le cheval. C'est empêcher le cheval de quoi? C'est s'opposer en fait à un mouvement ou à une intention spontanée du cheval qui n'irait pas dans le sens de la demande. Voilà. En fait, c'est vraiment se dire que le cheval a une intention et que cette intention, vous vous opposez à cette intention. C'est ça, résister. C'est pas demander quelque chose et après résister contre ce que vous avez demandé. Ça, c'est important de bien différencier les deux choses. Quand vous demandez à votre cheval d'avancer, il faut le laisser avancer. Par contre, résister, c'est quand lui décide d'avancer et que vous ne l'avez pas demandé. Là, vous résistez. Je prends l'exemple du cheval qui est à l'arrêt. Vous êtes arrêté sur votre cheval, euh, vous êtes dessus, et votre cheval décide de repartir. Et ben dans ce cas-là, vous résistez, c'est-à-dire que vous serrez les doigts, vous l'empêchez d'avancer. Et là, vous pouvez serrer fort, parce que c'est lui qui se cogne. Donc la résistance, c'est bien la résistance du mur quand le cheval est attaché au mur. Vous avez votre cheval qui tire, là ça résiste jusqu'à autant que lui tire. Et par contre, au moment où il a arrêté, bah, le mur n'a pas bougé, donc le cheval se retrouve avec le mur qui cède en fait. Donc cette action des aides peut être ferme et se traduire si le cheval insiste par une punition. Il ne faut pas hésiter. Si vous êtes sur le cross par exemple et que vous avez demandé et que votre cheval est en perte d'équilibre et il tombe vers l'avant, il faut absolument lui dire fermement de remonter sa tête et de se rééquilibrer. Et ça, faut pas hésiter à le faire de façon assez ferme. Et enfin, dernière action, c'est céder. Céder, c'est pas, c'est déjà en soi l'arrêt du stimulus, ça devrait être stimulus, pardon,
est en soi une récompense, mais par contre, c'est aussi, on peut aller jusqu'à donner une récompense. Et donc, c'est donner de la valeur, ça c'est important. Le fait de céder, c'est encourager, c'est donner de la valeur au comportement positif du cheval. Dès qu'il va dans votre sens, il doit être récompensé. Donc cette récompense, c'est déjà de céder, c'est encourager. Donc si vous demandez d'avancer et que votre cheval flotte à gauche, à droite, et qu'à un moment donné, au moment où il part, vous ne cédez pas, c'est-à-dire que vous n'avancez pas les mains dans la direction où vous vouliez aller, et bien là, votre cheval, il ne comprend pas ce que vous lui avez demandé. Et donc, il ne reproduira pas. Ça, c'est important d'avoir bien ces trois actions en tête. Alors, concrètement, donc là, je vous ai mis une petite photo parce que moi, je trouve qu'il y a une situation pédagogique qui est assez fabuleuse, c'est l'utilisation des longues graines. Alors pourquoi l'utilisation des longues graines? Parce que elle implique d'abord la participation réelle et entière du cheval. C'est-à-dire que votre cheval, quand il est aux longues graines devant vous, d'ailleurs beaucoup de cavaliers ou d'entraîneurs qui débourrent des chevaux euh, utilisent maintenant les longues graines parce que les longues graines permettent de générer chez le cheval de l'autonomie et de la confiance en lui. Parce qu'il est tout seul devant et que du coup il se retrouve dans une situation où bah, c'est lui qui fait. Et ça c'est important qu'il soit dans cette situation où c'est lui qui fait sur la demande de son cavalier, suivant la demande de son cavalier. Donc en plus, donc si je dis que c'est une solution miracle, c'est que de plus elle développe énormément de choses chez le cavalier. Elle va développer son sens du placement d'abord. C'est important parce qu'il va apprendre à se mettre derrière et à pas passer devant son cheval, sinon il va le ficeler dans tous les sens. Donc c'est plutôt une bonne situation pédagogique. Et ensuite, il développe le sens du fameux contact dont j'ai parlé tout à l'heure et cette capacité à avoir du lien avec la bouche de son cheval et à générer un maximum d'habileté motrice avec la bouche de son cheval. Donc voilà, concrètement, je vous invite vraiment à utiliser les longues graines pour générer de la franchise chez votre cheval et vous apprendre à libérer et à travailler votre contact. Alors, au quotidien, il y a plein d'actions qu'on peut faire en fait, qui vont générer de la franchise chez votre cheval. Et ça, c'est important de les identifier et de ne pas passer à côté, parce qu'un cheval qui n'apprend pas, qui quotidiennement se retrouve dans des situations floues, eh ben, n'aura pas la franchise le jour J quand vous allez vous retrouver face à un trou à franchir, face à un bidet au CSO, ou alors tout simplement à un allongement au trot en dressage. Il ne va pas se livrer dans les allongements au trot. Alors au box, par exemple, alors j'en ai listé 4-5 exemples, mais l'idée c'est d'avoir cette manière de travailler en permanence. Il faut toujours demander et attendre que le cheval se tourne vers vous avant de mettre le licol. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, l'instinct de curiosité. Vous entrez dans le box, le cheval, il doit avoir cette curiosité de tourner les oreilles vers vous et de se tourner vers vous. S'il l'a pas, eh ben, il faut le générer chez lui. Alors, le générer chez lui, c'est le mouvoir, c'est le bouger. C'est-à-dire que si votre cheval, il n'a pas cette habitude de se tourner vers vous quand vous entrez dans le box, eh ben, vous devez la générer. Donc, vous bougez votre cheval, vous êtes capable de le faire tourner à gauche, à droite dans son box, de tourner ses hanches, etc. pour que le cheval se tourne vers vous. Et ensuite, vous attendez qu'il soit arrêté, parce que ça c'est important aussi que le cheval soit arrêté au moment où vous mettez le licol, qu'il ne soit pas en mouvement. Là, c'est l'instinct grégaire, vous posez une main sur lui, et s'il est très énervé, vous posez une main sur lui. Et le fait de poser une main sur lui et d'avoir le contact avec sa peau, la paume de votre main sur la peau du cheval, va l'apaiser. Donc là, vous restez en contact et vous attendez qu'il se calme. Sur un cheval très énervé. Et là, une fois qu'il est calme, hop, vous mettez le licol. Donc ça, c'est des petits détails, mais qui, au quotidien, vont vraiment générer de la franchise chez votre cheval. À la tâche. Pardon. À la tâche, il y a un exercice que je fais faire aux tout petits avec les Shetland et que je fais faire après aux plus grands avec leurs chevaux perso parce que quand quand ils viennent me voir pour dire ah mon cheval il veut pas faire ceci, il veut pas faire cela, est-ce que déjà il est capable de faire ce qui est écrit ici sur le document? Tournez entièrement de chaque côté. Vous mettez votre cheval face à l'anneau sur un grand mur, vous avez un anneau, un mur.
Vous mettez votre cheval face à l'anneau, il doit être capable de mettre sa hanche gauche contre le mur et de mettre sa hanche droite contre le mur et de s'arrêter au milieu. D'avoir vraiment de 9h à 9h15, de 9h15 à 9h45. D'accord? Il doit vraiment être capable, le cheval, de tourner sur 180 degrés. Ça, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que la mobilité complète du corps du cheval, d'ailleurs, tous les formateurs d'équitation éthologique vous parleront des épaules, des hanches et de la tête. Et ben ça, c'est un exercice tout bête qui doit être fait à la perfection et qui génère de l'acceptation et qui génère du leadership après chez vous. Si vous êtes capable de mobiliser vraiment les hanches de votre cheval de chaque côté et que le cheval le fasse à la demande et pas quand lui a décidé parce qu'il a vu un oiseau passer à gauche et de l'autre côté un autre cheval et donc il se tourne, là vous serez dans cette posture de leader. En main, utilisez l'appel de langue en l'associant à la badine. Pourquoi? Parce que le jour où vous en aurez besoin face à un problème plus important, à un saut ou je ne sais quoi, le fait d'avoir associé l'appel de langue à la badine va faire que le cheval va savoir qu'il doit aller en avant là-dessus. Donc ça, c'est important d'associer l'appel de langue à l'utilisation de la badine sur l'épaule. Ça, c'est très répandu chez Nicolas Blondeau notamment. Et faites-le dans des situations faciles pour après pouvoir l'utiliser dans des situations plus difficiles. Au montoir. Alors, un petit truc du montoir. 9 fois sur 10, je vois les cavaliers qui vont chercher le montoir et qui placent le montoir à côté du cheval. Bah déjà, apprenez à votre cheval à s'arrêter à côté du montoir. C'est à lui de se mettre à côté du montoir, c'est pas au montoir de venir au cheval. Ça, c'est très important. C'est des petits détails, mais qui font que le cheval va percevoir chez vous le fait qu'il doit avoir un certain comportement et il doit s'y tenir. Voilà. Il faut avoir un petit peu l'esprit de contradiction, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, à l'arrêt, par contre, lâchez-le. À partir du moment où le cheval est arrêté, ne tenez plus les rênes. Ça, c'est pareil. Vous entrez dans une résistance. Vous résistez alors que le cheval est déjà arrêté. À partir du moment où le cheval est dans un état où il fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire qu'il a les 4 membres au sol, eh ben, laissez les rênes flotter. Surtout, ne tendez pas les rênes à ce moment-là. Parce que la tension des rênes va être assimilée à une résistance. Et donc, le cheval va fuir cette résistance. Donc, lâchez le cheval. Moi, je parle souvent de liberté surveillée. Voilà, cherchez à mettre les chevaux dans une liberté surveillée. C'est ce qui garantit la confiance. Le cheval va être en confiance parce qu'il est dans cette liberté surveillée. En revanche, par contre, vous ne devez tolérer aucun mouvement. Si le cheval bouge, vous le ramenez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Replacez les chevaux à l'endroit où vous les avez positionnés. Ça, c'est primordial. Vous les posez à un endroit, il doit rester à cet endroit. S'il bouge, ça veut dire qu'il est dans cette... il n'a pas accepté votre leadership. Enfin, à l'embarquement, bon ça, je ne vais pas y passer trop longtemps, mais si le cheval monte devant vous dans les embarquements, c'est plutôt favorable. Ça veut dire que le cheval a compris qu'il devait avancer de lui-même et qu'il passait devant vous. Donc ça, c'est important que le cheval passe devant vous. Ça, c'est la notion d'impulsion dont on a parlé au tout début de cette conférence. Alors, justement, donc ces 3 flèches. Ces 3 flèches, donc on va revenir sur la notion, en rouge d'ailleurs, d'avoir l'esprit de contradiction. Alors cet esprit de contradiction, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, mais il faut avoir un peu l'esprit de contradiction avec les chevaux. Pourquoi il faut avoir l'esprit de contradiction? Parce que sinon c'est eux qui affirment leur leadership. C'est-à-dire que petit à petit, ils sont capables, quand ils sont en confiance, quand les chevaux ont une certaine, ont un certain caractère, ont un petit peu de charisme, hein, les chevaux qui sont un peu intelligents, on va dire. Ces chevaux-là ont tendance à avoir un peu à avoir un petit peu des instincts naturels et envie de faire valoir leurs envies d'abord. Et ben, avec ces chevaux-là en particulier, il est primordial d'avoir un peu l'esprit de contradiction. C'est-à-dire que quand vous voulez tourner à droite, eh ben, vous tournez à droite. Et si vous arrivez à la fin de la séance et que vous avez décidé de vous arrêter, n'attendez pas que le cheval s'arrête. Arrêtez-le vous-même. Alors, ou arrêtez-le plus tard. Il y a quelque chose que font
que font toujours les trotteurs, par exemple, c'est faire la volte avant de sortir de la piste, pour éviter que le cheval ne tourne directement. Et ben c'est un peu ça, avoir l'esprit de contradiction. C'est-à-dire que le cheval a compris qu'on allait faire ça, et donc il a tendance à anticiper les situations. Et donc ne les laisser jamais anticiper. C'est ça, avoir l'esprit de contradiction, c'est l'empêcher de faire ce qu'il a compris d'avance, qu'il attende forcément votre demande. Et ça, ça change beaucoup de choses dans les situations après à forte charge émotionnelle pour le cheval, parce que du coup, il va être dans une écoute réelle et active. En fait. Donc, deuxième élément important, susciter la curiosité. Ça, c'est vraiment essentiel également. Plus vous allez proposer des situations nouvelles, pas forcément difficiles. C'est pas de se dire ah bah tiens, on va absolument sauter le fossé là aujourd'hui. Il est difficile, mais bon, il m'a dit qu'il fallait que je fasse des nouvelles choses, donc je vais faire le fossé. C'est pas forcément des choses difficiles, mais c'est des choses nouvelles. Cherchez à susciter la curiosité de votre cheval. Euh, Plus vous allez le mettre dans des situations où il va mettre ses oreilles en avant, il va dire ah c'est quoi ton truc aujourd'hui, plus il sera euh, dans une attitude après d'avoir envie d'explorer et donc d'être dans cette démarche de franchise. Quand on voit la photo initiale du cheval qui s'arrête sur une toute petite maison, on peut imaginer que c'est une entrée d'eau, qu'il y a un gué derrière. Là, on voit bien que le cheval, il en a pas vu beaucoup, quoi. Il est dans une situation où il sait pas trop ce que c'est et donc il s'arrête. Et donc, il est nécessaire, en fait, pour favoriser la franchise, mais même en dressage, hein, même, et surtout, surtout en dressage, de susciter la curiosité des chevaux pour obtenir le maximum de sincérité, je vous le disais tout à l'heure, dans leur comportement. Et enfin, troisième axe, et ça, j'y dérogerai pas, valoriser et encourager. Le renforcement positif est, je vais dire, 10 fois plus impactant que le renforcement négatif. Un cheval qui rencontre la sanction pour se mouvoir va pas aller vers l'avant de manière franche. En revanche, s'il sent, et c'est pas de la nourriture, hein, c'est pas en leur donnant des carottes ou en mettant ou en favorisant en permanence le fait de leur donner quelque chose en retour. C'est simplement les valoriser. Et ça, plus vous allez encourager et valoriser les comportements positifs de vos chevaux, plus vous allez susciter la franchise. Donc voilà, toutes ces trois notions-là amènent la franchise. Donc pour conclure hein, sur cette notion de franchise, donc faut vous dire que la franchise c'est la base de l'impulsion et de la soumission, on l'a vu au tout départ, qu'elle favorise le respect, parce que plus vous allez travailler sur cette notion du cheval qui est sincère dans ses comportements, plus il va avoir du respect de l'obstacle, du respect de l'homme à pied, etc. Et puis de la confiance en lui, ça c'est important, de la confiance en lui-même. Parce que plus il va avoir confiance en lui, plus il va se mettre dans des situations risquées, on va dire. Et enfin, évidemment, la confiance qu'il accorde à son cavalier. Alors, pour terminer, j'avais vraiment cette envie importante de vous rappeler que ce leadership, vous l'avez par nature, c'est-à-dire que ce leadership, vous devez le maintenir quoi qu'il arrive. Vous avez une responsabilité. Ça, c'est important. À partir du moment où vous faites de l'équitation, vous pratiquez l'équitation, il est, il est essentiel que vous preniez acte du fait que vous avez euh, le bien-être du cheval entre vos mains. Donc, vous devez assumer ce leadership et vous comporter avec selon ces trois domaines. Hein. Je rappelle la curiosité, l'instinct grégaire, l'instinct de fuite. Il faut vraiment penser à ces trois instincts-là. Cette responsabilité, vous l'avez, et donc le leadership, vous devez l'assumer. Et en assumant ce leadership, utiliser ces trois leviers-là. Et vous dire que voilà que ces leviers-là, c'était
des leviers quotidiens et que chaque comportement que vous avez avec votre cheval, que ce soit en allant le chercher au pré ou en montant dessus sur un parcours ou sur une reprise ou tout simplement en promenade, ces trois instincts-là, ils doivent en permanence être corrélés les uns aux autres pour favoriser le bien-être du cheval et, euh, et donc son comportement positif et sincère avec vous.